Eh bien, bonsoir à tous. Et encore une fois, ce soir, l'histoire de leur début où je vais recevoir Fanny Seigneur. Donc, encore une fois, comme d'habitude, quand on est porteur de projet ou qu'on a envie de créer quelque chose, on rentre dans une certaine lignée pour atteindre un objectif, dans une certaine rame, dans un certain train. Et généralement, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Donc ce soir encore, je vais vous inviter un petit peu à sortir de votre train, à sortir de votre rôle de conducteur de métro vers votre objectif pour pouvoir vous balader un petit peu dans les autres couloirs du métro ou dans les autres jardins qui sont autour de vous. Et aujourd'hui, allez visiter le jardin de Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Yann, merci pour cette invitation. Ben, je t'en prie, tu vas bien. Très bien, merci. Ok. Eh bien, Fanny, première question, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais aller très très rapidement. Fanny, qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis formatrice consultante, praticien PNL et j'interviens dans divers domaines aujourd'hui, à la fois en formation collective et à la fois en accompagnement individuel. Voilà. Sinon, j'ai 49 ans, de grands enfants. Ça fait partie aussi de ma vie en même temps. Absolument, absolument. Et quand je pose la question qui es-tu, c'est pas uniquement au niveau professionnel, c'est quel humain es-tu? Quelque part, C'est ça. c'est l'humain. On est tout à fait d'accord. Alors, Fanny, dans ta longue carrière, puisque tu nous dis que tu as un certain âge, je suppose que tu n'as pas été que entrepreneur, tu as dû être salarié au préalable, d'après ce que tu me disais, effectivement, dans pas mal d'entreprises. Oui, j'ai été salariée pendant 23 ans, je crois, à peu près, peu ou prou. J'ai commencé en tant que secrétaire juridique et j'ai monté les échelons pour arriver jusqu'à assistante de direction. Et donc, j'ai appris mon métier d'assistante à la fois à l'école, puisque j'avais un BTS, mais et puis j'ai fini ma carrière professionnelle en tant que salariée, évidemment, en 2017. Voilà. Okay. Différents postes d'assistante, effectivement, ça a monté petit à petit. Et dans tout ce que tu as pu vivre, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à un moment, à pouvoir avoir cette envie d'être indépendant? C'était quoi peut-être les prises de conscience ou les points de bascule que tu as pu vivre et qui ont fait qu'à un moment, tu t'es dit, maintenant, je vais faire autre chose, je vais prendre ma propre responsabilité dans ma vie, en fait. Alors, devenir indépendante, c'était pas forcément un but en soi quand j'ai commencé ma reconversion professionnelle, donc en 2017. J'avais eu la chance de faire un bilan de compétences en 2005 parce que j'avais quitté ma première structure et j'avais été prise en charge par à l'époque la NPE et j'avais fait un bilan de compétences. Très chouette d'ailleurs, très intéressant de commencer à se connaître et de voir qu'un système avec des questions arrive à vous construire un profil qui vous ressemble parfaitement. De ce bilan de compétences, j'avais été accompagnée et avait été émise l'idée de devenir formatrice. Donc 2005. J'ai fait le pas en 2017. Donc c'était une idée qui a mûri dans ma tête. Qu'est-ce qui t'a aidé À passer le pas? Qu'est-ce qui t'a aidé à faire mûrir cette idée? Oula. Ouais, t'as un son un peu difficile. Qu'est-ce qui m'a aidé à mûrir cette idée? Écoute, mon métier, je l'aimais bien et j'avais la chance à l'époque de travailler avec une personne qui m'a fait beaucoup évoluer. Donc, j'ai préféré rester dans ce job. Et puis en 2017, j'étais avec un manager que je remercie maintenant, qui a, comme on dit, un peu pété un câble et qui m'a fait sauter le pas finalement pour enclencher cette reconversion, ce projet, ce plan B que j'avais gardé pendant quelques années. Et j'avais eu l'opportunité dans ma dernière expérience déjà d'aller former. Donc j'étais partie former aux États-Unis
J'avais participé à un projet de formation en interne et je me suis dit, oui, là, vraiment, c'est vraiment un job que je veux faire. Donc, quand cette personne, ce manager, encore une fois, que je remercie, c'était un cadeau caché. Hein, c'était vraiment, enfin, un cadeau mal emballé, comme diraient certains. Donc, quand il a eu ces difficultés et que voilà, notre binôme, finalement, a rompu, on va dire ça comme ça, s'est détaché, et ben, je suis partie. Donc, j'ai eu la chance de demander un fonds GESIF qui a été accepté. Un congé dans mon entreprise, parce que je partais pour une formation de 6 mois à l'époque. Et donc, je suis partie pour me former. Donc, je suis repartie à l'école pendant 6 mois, pendant 7 heures par jour. C'était un peu nouveau. À la suite de quoi, moi, je pensais revenir dans ma société, ma structure, et on me proposerait un poste de formateur. Quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de poste de formateur, je me suis dit, c'est pas grave. J'irai chercher dans une autre structure un poste de formateur. Et puis finalement, la formation que j'ai réalisée avait 3 volets, dont un volet qui nous permettait de nous donner les ailes pour devenir entrepreneur indépendant. Et puisque c'était une formation de formateur consultant. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais de voler de mes propres ailes. D'accord, donc c'est à la suite en fait d'une formation, quelque part, c'est une opportunité qui t'a été donnée par ton entreprise et que tu as saisie quelque part au vol. C'est ça, un petit peu? Alors oui, enfin, j'ai mis en place ce plan B que j'avais depuis des années en tête par le biais du fonds GESIF. Ok, et donc tu l'as mis en place juste par le fait que qu'on t'a dit il n'y a pas de poste de formateur dans l'entreprise, ou il y a eu un autre déclic qui est venu avec? Le déclic, c'est vraiment la rupture avec mon manager. Le déclic, c'est la rupture avec mon manager. Je me suis posé les questions. Je me suis dit, est-ce que je veux continuer dans ce métier? Est-ce que j'en profite pour faire ce plan B? Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. Alors, pour être honnête, j'en avais parlé à une personne dans ma vie, au moins, que je voulais faire ce métier de formatrice. Et quand je lui ai dit que j'allais poser ma dème, elle m'a dit, oh là là, mais t'as un plan B en tête, parce que j'étais un peu perdue à l'époque. Hein, c'était un peu difficile, cette rupture avec ce manager. C'était pas quelque chose que je vivais bien. Et donc, c'était un peu nébuleux. Je pensais vraiment démissionner, aller chercher un job ailleurs. Et cette personne-là m'a dit, mais rappelle-toi, tu avais un plan B. Donc, active-le. Ok. Et donc, tu as à partir de 2017. Ouais. Ok. Et donc, tu as commencé à créer, tu t'es en fait inscrit comme formateur, c'est ça? Comment ça s'est passé? J'ai demandé le fonds GESIF. Ok. Donc, j'ai obtenu ce congé. Le fonds GESIF, c'est un congé qui existait, un congé pour formation, pour être formé. Je suis retournée 6 mois dans cette école de formation pour être formatrice certifiée. Et je suis, à la suite de cette certification, j'ai décidé de monter ma structure. Ok, tu as décidé de monter ta structure. Donc, tu montes effectivement cette structure de formation. Comment ça se passe au niveau des premiers clients? Comment c'est prêt, ok, mais il faut assurer derrière. Cette stratégie que tu as mis en place, comment ça s'est passé? Alors, le réseau. Il n'y a pas d'autre mot que le réseau. Quand j'ai fait cette formation, j'avais 2 stages à faire, un stage en conception de formation et un stage en animation de formation. Et quand j'ai postulé pour le 2e stage, j'ai eu la chance de rencontrer une personne d'un organisme de formation assez reconnu, qui a tout de suite vu mon CV, et j'avais la chance, alors je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, moi je pense que la chance est une compétence, donc on pourra en discuter longuement, mais d'avoir 3 domaines qui a priori étaient très rares sur un même CV. Voilà. Donc ils m'ont dit, quand vous avez fini votre formation, vous revenez chez nous et on vous prend tout de suite. Ok, donc, voilà. Donc mes premières missions, je les ai trouvées comme ça. C'était assez confortable. En revanche, c'est beaucoup de réseaux. ok, donc, et tu
l'as créé avant ou tu l'as créé au moment où tu t'es installé? Ma structure? Ton réseau? Ah, le réseau. Non, le réseau, je l'ai créé au moment où je me suis installée. Ok, Un petit peu avec la formation, parce que avec la formation, quand tu changes des stages, forcément, ça t'aide à créer ton réseau. Mais je l'ai beaucoup, beaucoup développé après. Ouais. ok. Et Et je le développe encore maintenant. Hein. ok, tu l'as développé par, comment dire, c'est du bouche à oreille, c'est des recommandations. Comment tu as fait en fait? Alors, T'as- il y a de tout. Il y a une partie, aujourd'hui, il y a une partie bouche à oreille, il y a une partie reco de certains clients. Je continue, donc je suis assez active en termes de réseau. Je continue à aller à des apéros réseau, des choses comme ça dans mon secteur. Je vais aussi également aux journées portes ouvertes ou en tout cas des intervenants, des organismes de formation. Enfin voilà, un réseau, ça se crée, ça s'entretient. Euh, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, parce que sinon, on est vite oublié. Ça se crée, ça, ça Ah, prend du temps. tu as des problèmes de son, Eliane, je t'entends très mal. Bah, oui, moi aussi, il y a beaucoup de. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Je n'ai pourtant pas le sentiment d'avoir quelque chose qui résonne, mais je disais ce réseau, en fait, est-ce que c'est chronophage pour l'entretenir? Alors, c'est pas chronophage si on est structuré et organisé. J'ai envie de te répondre. Ben oui, on va y retourner, Eliane. Tu sais bien que c'est mon expertise. Et quand on est structuré et organisé, ben, c'est pas chronophage parce que ça fait partie. Quand tu regardes en réalité la liste des missions d'un entrepreneur, si tu prospectes pas, tu rends pas ta structure pérenne. D'accord? Si tu comptes sur tes clients que tu as aujourd'hui. Et donc, créer son réseau et agrandir son réseau, ça fait partie des missions essentielles qui participent à 80% de tes objectifs. Donc, c'est important. Et donc, dans ce cas, comme c'est important, tu vas effectivement t'organiser et le mettre dans ton agenda. Mais ça, c'est ma façon de faire. Donc, non, c'est pas difficile. C'est important d'en prendre conscience, en tout cas. Ok. C'est ce que j'appelle, moi, les petites graines, le réseau. Merci Laetitia. La chance est une compétence, mais oui. C'est des petites graines, le réseau. Tu sèmes, moi j'ai semé des choses en 2018-2019 qui prennent naissance là aujourd'hui. Oui, effectivement. Ouais. Tu as raison, j'ai un écho et je ne sais pas du tout d'où il vient. Voilà, là je t'entends bien, ça va. Ok, alors je vais essayer de ne pas parler plus fort parce que effectivement, il y a un écho, on est d'accord. Et d'ailleurs, on m'a prévenu dans le chat, merci Marie-Christine, effectivement, qui me disait que le son est incompréhensible. Et j'en suis désolée pour ceux qui nous suivent. Donc, on disait effectivement création du réseau, Hum. entretien du réseau. Et quand on commence à créer, on a quand même, comment dire, beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que tu appelles difficulté, Eliane? De quoi tu veux qu'est-ce que tu entends par difficulté? Tu n'as plus, quand on crée, on se retrouve souvent avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup d'interrogations, avec beaucoup de doutes. Et Mhm. comment tu as, toi, est-ce que tu as eu affaire à ça et comment tu l'as géré? Alors, j'ai pas, je suis quelqu'un d'assez confiant. Donc c'est vrai que j'ai confiance en ce que je fais. Et surtout, alors c'est pas en termes de difficultés, je vais te donner mes deux grandes difficultés que j'ai eues au début, si c'est ça dont tu veux parler. La première des grandes difficultés, c'était la difficulté à dire non. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de clients. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de clients dès le départ.
Et en réalité, ma grande difficulté, c'était de dire non et de ne pas me laisser submerger. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné, parce que derrière, il y avait plein de peurs, hein, la peur de perdre le client parce que je disais non, ou la peur qu'il ne me rappelle pas, etc., etc. Donc j'ai pris. Puis à un moment donné, bah, j'ai explosé en vol, comme normal. Hein, donc tu vois, ce n'est pas forcément une difficulté inverse, c'est peut-être une difficulté un peu particulière en tout cas, mais j'avais cette culpabilité. Et après, derrière, il y a plein de choses. Hein, il y a les croyances, perte du client, il y a les petits drivers qui nous guident également. Et puis, une des plus grandes difficultés, comme j'avais quand même cet aspect un peu contrôlant encore à l'époque, je n'avais pas encore beaucoup travaillé sur moi, je commençais tout juste. Finalement, j'avais une difficulté à vivre sur un mois. C'est-à-dire que en formation, les clients te réservent des dates et te commandent qu'à 15 jours. D'accord ? Donc, en réalité, 15 jours avant, tu ne sais pas trop si ça va être confirmé. Et ça, pour moi, c'était une grande difficulté. Parce que de passer d'une vie de salarié où tout était bien cadré, où j'étais sûre, effectivement, d'avoir mon job, d'avoir mon salaire, etc., ça a été un peu une difficulté au départ de ne vivre, je disais vivre à un mois. On a souvent, c'est incroyable ça. On a ce problème quand on devient entrepreneur de cette forme d'insécurité en fait par rapport au salariat où tout est effectivement cadré et où on a une sécurité quelque part d'obtenir effectivement à la fin du mois ce qu'il nous faut pour faire le mois d'après. Exactement. Ok. Comment on se rassure avec ça? Et ben, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir une grosse mission de consulting pour un gros client sur 6 mois qui m'a permis de réaliser ma trésorerie. Et qui permet effectivement de se dire, OK, c'est pas là aujourd'hui, je peux parce que je sais que dans 15 jours, un mois, j'ai de la trésorerie qui me permet d'avancer. Et ça, c'est la clé. Ok. Donc, vos clients. Et derrière, effectivement, donc la capacité d'avoir le temps, en fait, d'un petit peu pouvoir prospecter et aller chercher autre chose. Ok. Quand on commence comme ça, c'est difficile de mettre en place des formations. Je parle pour les formateurs qui pourraient nous suivre. Quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas la compétence qu'on a juste appris, comment ça se passe les premières formations? On se pose des questions, on se pose des doutes. Comment ça vient? Alors, on peut parfois même se poser la question de la légitimité, tu vois. C'est très étrange. Il y a souvent des métiers comme ça où est-ce qu'on est légitime à aller former tel ou tel public finalement avec telle ou telle expertise. Au début, c'est beaucoup d'investissement. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'animations au début et j'ai créé mes propres formations pour un organisme qui nous fournisse. Parce que dans la formation, tu as plusieurs activités. Tu as finalement l'animation de formation, où on va te donner un kit et tu vas aller animer une formation. Et puis, tu as des structures où tu dois concevoir tes propres formations et les animer. Tu vois ? Et puis, tu as des structures pour lesquelles tu vas juste concevoir. Ça dépend. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. C'est-à-dire que c'est tellement varié pour cette partie formation que ça n'est jamais de la routine, finalement. Et donc, pour une structure, je suis allée, j'ai envie de dire, faire mes armes, c'est-à-dire que j'ai conçu mes formations, mais encore une fois, j'ai eu une formation de 6 mois pour être formatrice consultante, où j'ai été bien armée pour concevoir les formations. C'est une formation qui est assez reconnue aussi sur le marché de la formation et qui m'a permis, en tout cas, de concevoir ces formations et de ne pas me poser trop de questions sur la forme. Tout y était, en fait, en réalité, parce que j'ai été formée à ça. Donc, on conçoit. Ouais. Aujourd'hui, quel est le statut
Qu'est-ce que tu as comme statut entrepreneurial? J'ai une SASU. C'est ça que tu veux savoir? Je suis D'accord. sous SASU. Ouais. Comment tu as fait le choix du statut? Comment j'ai fait le choix du statut? Eh ben, à l'époque, il y a 5 ans maintenant. J'allais dire 2 ans. Il y a 5 ans maintenant, on avait la possibilité, puisque moi j'ai signé une rupture conventionnelle, de choisir une SASU et de bénéficier quand même des, comment ça s'appelle? Des indemnités chômage. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la SASU. C'était la seule structure qui me permettait ça. Très bien. Et donc, on commence, on fait le choix de la SASU. Quand arrivent les premières réussites, comment on gère? Comment on gère les premières réussites? On va les fêter, ouais. Mais bien sûr qu'on va les fêter, Eliane. Les premiers contrats. Les premiers contrats, je les ai fêtés. À l'époque, j'avais une amie avec qui j'étais souvent. Et on allait boire un thé au Train Bleu à Gare de Lyon, tu vois. On avait notre petit rituel de fête des nouveaux contrats. Super. Et c'est ce qui t'aide finalement à avoir confiance en toi, à continuer à prospecter, à arriver à te vendre, etc. Okay. Maintenant, une question. Quand on commence, quand on crée, effectivement, on est souvent très, très investi dans ce que l'on commence à créer. Comment on fait pour gérer un équilibre vie pro, vie perso? Comment tu t'en es sortie de ça au départ? Alors, mes enfants sont grands. Et à l'époque, ils l'étaient déjà. Donc, je les ai rendus encore un peu plus autonomes, j'ai envie de dire. Surtout que les premières années, et c'est le cas encore aujourd'hui, mais je vais beaucoup en province. Et les premières années, eh ben, j'allais également en province. Je pense que je n'ai pas tellement fait attention à cet équilibre pro-perso Okay. au début. Je pense que j'ai vécu. C'est un métier passion donc, que j'exerce. Donc en réalité, je pense que je fais pas très attention, même à cet équilibre aujourd'hui. Alors, je fais plus attention à mes besoins et à mon état d'énergie, j'ai envie de dire, aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Euh, En revanche, mes enfants n'avaient pas beaucoup besoin de la présence de maman, donc ça allait. D'accord. OK. Bon, les enfants, ça allait et quand on comment dire? C'est vrai, quand on commence à créer, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Je crois que j'ai trouvé ce qui faisait le problème de son. Ouf, Super. Ça a pardon l'air pour d'être mieux, effectivement. pardon pour tout le monde. Heu, Moi je sais que je vois beaucoup d'entrepreneurs effectivement qui quand ils commencent à créer, heu, en fait s'identifient à ce qu'ils créent complètement et donc finissent quelque part par s'oublier eux-mêmes au profit de ce qu'ils créent. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi et comment tu as pu, sortir de ça, en fait, grandir avec ça? Alors, je l'ai vécu un peu au début, parce que je pense que c'est effectivement, c'est une extension de soi, la structure qu'on crée. En revanche, aujourd'hui, je ne le vis plus parce que depuis que j'ai travaillé sur moi et que j'ai fait beaucoup de développement personnel, je sais quels sont mes besoins perso en dehors de ma structure. C'est-à-dire que j'ai des besoins dans ma structure, mais j'ai des besoins aussi en dehors de ma structure. Et tout est organisé pour que cet équilibre finalement perdure au quotidien et que je ne m'oublie pas et que je n'oublie pas mes besoins. OK. Mais c'est plus vrai aujourd'hui qu'au début. Au début, je vivais le truc, c'était l'euphorie, quoi. Tu montes ta boîte, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est l'euphorie, c'est vrai. Heu, il n'empêche qu'il y a un moment où on a besoin de se retrouver quand même. Qu'est-ce qu'on se dit quand on commence comme ça?
pour pouvoir faire la scission entre les deux, en fait, pour pouvoir s'accorder des moments où on est juste un humain, personne physique, et pas un humain représentatif ou pas un humain, oui, représentatif en fait de sa société. Comment tu... Il y a des gens qui, par exemple, disent je travaille pas le week-end. Il y a des gens qui vont s'arrêter à une certaine heure. Il y a des gens qui... C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, à ce moment-là, je pense que ce que j'ai fait très rapidement, c'est qu'il y a des périodes où je n'ai pas ouvert mon PC, par exemple. y arriver. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Non, non, mais il y a des... Non, non, ça n'a pas été facile, Eliane. Il suffisait que je ne le prenne pas pour ne pas l'ouvrir, en réalité. Ça dépend, voilà. Ça dépend où il est placé. C'est ça. Mais c'est une passion, Eliane, donc c'est naturel. Enfin, tu vois, ça ne me gêne pas finalement. Ok. J'arrive à, quand j'ai vraiment besoin de moments à moi de coupure, ce que j'appelle les moments de coupure, je le fais. Mais ça ne me gêne. Enfin, vraiment, ça fait partie de moi. Ok, ça fait partie de toi aujourd'hui. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as mis longtemps à prendre conscience de ça, justement, par rapport à ce qu'on dit quand on crée, on est à 100% dedans? Est-ce que ça t'a pris longtemps pour pouvoir prendre conscience du fait que tu avais besoin de moments à toi et qu'il fallait que tu trouves des stratégies pour pouvoir effectivement les vivre, en fait? Oui, quand j'ai pris conscience de mes besoins, quand j'ai fait tout ce travail en dev perso et que j'ai pris conscience qu'en dehors de ma vie professionnelle, j'avais des besoins à titre perso, je pouvais prendre du plaisir en dehors de mon job, dis donc. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Quand on crée, qu'on sort du milieu salarié, où on a une forme de sécurité, quelque part, que ce soit, et que les autres perçoivent d'ailleurs, puisque tu arrives en fin de mois, tu as ton salaire, tu peux faire, etc., et que tu annonces comme ça, eh ben je lâche le salariat et je vais me lancer. On a toujours des gens autour de nous qui sont très, très bien intentionnés, souvent, et qui vont nous renvoyer des « t'es sûr de ce que tu fais? Fais attention, c'est pas évident. Regarde, tu avais une bonne place, pourquoi tu changes ?» Tu as vécu ça? Oui, j'ai vécu ça, de très près en plus. Comment tu l'as Une géré? incompréhension, effectivement, que j'ai rejetée assez rapidement parce que moi, j'étais en sécurité finalement. À partir du moment où moi, je gère ma sécurité, les autres personnes peuvent me renvoyer quelque chose. Je me dis, bon, ok, eux, ils gèrent moins leur sécurité que moi, j'arrive à la gérer. Donc, c'est ok. Mais à l'inverse, j'avais beaucoup de personnes aussi, Eliane, qui me disaient, waouh, c'est courageux, j'aimerais bien avoir le cran de le faire. Enfin, tu vois. Donc, je pense que ça a équilibré finalement à la fois les personnes qui étaient anxieuses et les personnes qui trouvaient ça courageux. Moi, je ne trouvais pas ça courageux, très honnêtement, parce que je trouvais que d'être courageux, c'est plutôt de rester dans ce que tu n'aimes pas, plutôt que d'aller vers ce que tu as envie de faire. Mais c'est ma façon à moi de voir le courage, finalement. Je trouve ça plus courageux de rester dans quelque chose où tu souffres versus de tendre vers ce qui t'anime. Mais cette insécurité, moi, je ne l'avais pas. Encore une fois, hein, à part l'insécurité de la commande à 15 jours, là, tout le reste, je me suis dit, on pourra faire face. C'est pas grave. Il y a des sujets. J'y retournerai. J'aurais pu retourner. En réalité, je me disais toujours, et encore une fois, aujourd'hui, hein, s'il fallait, je retournerais dans le monde du salariat. D'accord. Tu n'as pas de, comment dire, de résistance. Tu n'as pas de résistance en fait par rapport à ça, par rapport au fait de, à un moment, si ça ne marche pas, pouvoir retourner dans autre chose. On fera autre chose. Tu es C'est qu'on doit faire autre chose. D'accord. C'est que la vie est comme ça. C'est en expérience. Parfait. Maintenant, si tu te retournes sur tout ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ce serait quoi la synthèse que tu pourrais en faire?
Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur ce parcours? Ah, tu vois, spontanément, j'allais dire que je suis fière de moi, mais... mais oui, je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que je suis. Génial. Que, c'est vraiment important quand tu fais un métier passion, t'as pas l'impression de te lever le matin pour aller travailler. Donc c'est vraiment. Enfin, moi, je souhaite ça à tout le monde de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre, enfin, ce qui nous anime au plus profond. Et vraiment, enfin, si tout le monde pouvait faire ça, ce serait chouette. Vivre ça, en tout cas. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc j'en profite pleinement, 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 et je me nourris de ça. Ok. Génial. Et si aujourd'hui, je te demandais de donner un ou deux tips à des gens qui voudraient qui voudraient se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux Un ou deux quoi, tu as dit, une Eliane? de clés, Deux clés? peut-être, ou un ou deux pièges, petits pièges qui seraient à éviter? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner aujourd'hui? Alors il y a une chose que j'ai fait très rapidement dont on n'a pas parlé, c'est que j'ai calculé assez rapidement le minimum vital dont j'avais besoin. Et ça sécurise aussi, tu vois. Tu calcules le minimum vital, enfin ce qu'on appelle le prévisionnel, hein, mais pas le prévisionnel de ce que je voulais gagner. Parce que évidemment, on peut toujours faire un prévisionnel à 1 million, c'est pas voilà, ou 100 000 ou peu importe, mais vraiment le minimum vital de ce que la structure doit rapporter pour que ce soit pérenne. Pour que ce soit viable. Ouais, et ça, enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui montent enfin, qui se mettent à leur compte, entrepreneurs ou autres, et qui n'ont pas fait ce calcul-là. Pour moi, enfin, ça paraît tellement évident, mais qui n'ont pas de budget prévisionnel enfin voilà, qui n'ont pas, notamment des personnes qui veulent accompagner et qui ne savent pas combien d'heures d'accompagnement ils ont besoin, avec quel tarif, etc. Enfin, pour moi, c'est la base. Et c'est à ça aussi qu'on a été formés pendant cette formation de formateur. On nous a effectivement alertés sur tout ça, sur les aspects juridiques, mais aussi sur cette partie. Demain, vous allez vendre vos prestations, calculer le volume que vous avez besoin de vendre pour pouvoir vivre. C'est un minimum. Okay. Pour ne pas se mettre en difficulté finalement. Donc ça, ce serait le premier tips. Le deuxième, c'est de se faire accompagner par des personnes qui sont passées par là, ou par exemple, moi, ma structure juridique, c'est la maison de l'entrepreneur qui l'a faite, parce que je ne suis pas, enfin, construire des statuts, voilà, c'était pas mon... Donc, j'ai préféré déléguer ça à des personnes qui sont expertes dans les domaines. Donc, se faire accompagner par des experts ou par des personnes qui ont des compétences. On ne peut pas avoir tous les compétences, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, si je décidément, si je résume, 3 clés. Déterminer ses besoins à couvrir par l'entreprise, c'est ça? Se faire accompagner par des gens qui ont l'expérience, donc qui peuvent vous éviter effectivement des pièges, 2e chose. Et 3e chose, surtout aussi, tu le disais tout à l'heure, important de développer son réseau et pas d'attendre, juste dire je le ferai quand ça va commencer, en fait. Il faut même quelque part commencer à le développer avant pour pouvoir commencer à avoir une base. C'est ça? Oui, et c'est vraiment, enfin, garder l'esprit des petites graines, quoi, les petites graines qu'on sème. Les petites graines qu'on sème au fur et à mesure. Enfin, moi, je vous dis, il y a des graines qui germent là, des graines de 2018, quoi. On est en 2023.
Donc, il faut être patient. Alors ça, oui, j'ai oublié. Ce n'était pas ma première qualité. J'ai appris à être patiente. Mais ce n'était pas ma première qualité, hein, c'était difficile. Donc, être patient, mais se fixer effectivement des... Enfin, je vais revenir dessus, mais être organisé sur les missions essentielles de sa structure. Ça, c'est évident. On va y revenir. Ouais. Pas se dire, je le ferai plus tard ou je verrai. Ou... Non, il y a un temps pour faire de la veille, il y a un temps pour aller prospecter, il y a un temps pour faire, quand je parle de la veille, c'est les réseaux, etc. Il y a un temps, tout peut être cadré. J'ai Christelle qui dit effectivement, quand on parlait de travailler en fait ce dont on avait besoin pour pouvoir, ça permettait après de fixer, elle dit, ça permettait aussi de fixer le montant que tu allais facturer. Quand tu sais à peu près de combien de formations ou combien de clients tu as besoin, ça t'amène aussi à pouvoir savoir le montant auquel tu vas facturer tes prestations. Alors, il y a un montant moyen en formation, en animation de formation, il y a un montant moyen qu'on nous avait donné à la formation. Donc, moi, j'avais basé mon prévisionnel sur ce montant moyen, évidemment. Et puis, il y a il y a des clients qui payent un peu plus, un peu moins. Si tu vas en direct, ça rémunère un peu plus que si tu passes par un autre organisme de formation en sous-traitance. Enfin, voilà, il y a plein de schémas possibles en réalité. Mais c'est surtout, ça permet, quel que soit le montant que tu vas facturer, ça te permet de savoir combien de jours tu vas devoir travailler, entre guillemets, en fonction de tes besoins. Je dis un truc, si on a besoin de 10 000 euros par mois, on prend le taux moyen qui est d'à peu près 400 euros au jour, peut-être. Enfin, voilà, ça dépend des sujets. On sait combien de jours on doit travailler pour avoir 10 000 euros par mois. C'est pas compliqué. Voilà. Et on sait ce qu'on doit aller chercher du coup. Parce que ça évite d'être dans l'attente du client qui va venir. Voilà. Bon, ça, c'est pour la partie formation. L'accompagnement, c'est encore différent. Bon. C'est vrai. Souvent, on a, comment dire, quand on commence, on a souvent effectivement cette manière de faire en disant j'explique ce que je vais faire et je vais attendre que les gens viennent à moi en fait. Alors que la démarche est complètement inverse. Même si on commence, il faut aller trouver les personnes pour pouvoir avoir un contact et leur proposer en fait déjà quelque chose. Et ça, c'est une grossière erreur que font beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent en disant je démarre, mais quelque part, comme je ne sais pas peut-être trop où je vais me positionner, comme je ne sais peut-être pas trop, je préfère attendre en fait que les gens viennent à moi. C'est un peu comme se mettre au milieu du désert avec un drapeau rouge. On n'est pas sûr d'être sur le passage des caravanes quelque part. C'est ça. Non, je pense qu'il faut aller. Alors, on n'est pas dans de la prospection à domicile, donc on ne va pas aller taper aux portes. En revanche, moi, j'ai un client, je discutais avec lui pas plus tard que ce midi, à qui je disais que j'étais encore en mode prospection là en ce moment. Parce que moi, je fais ça par période. Hein. C'est pas mon truc de faire de la prospection, donc je me cale des périodes de prospection dans mon agenda. Et en fait, on rigolait parce qu'il me disait, mais à l'époque, en 2017, donc quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'avait dit, mais vous, à l'époque, il me voyait, il me dit, mais vous, quand on vous sort par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Eh bien oui, c'est ça. J'avais décidé que j'allais travailler avec lui parce que pendant cette formation-là, on avait défini nos cibles, donc les cibles primaires, les secondaires et puis le troisième niveau, enfin sur 3 niveaux. Et lui faisait partie de mes cibles de 2e niveau. Et j'avais décidé que je travaillerais avec lui. Donc, j'ai travaillé avec lui. Ça n'a pas été sans... Enfin, j'ai lutté, hein, parce que la preuve, c'est lui qui me l'a dit. On vous sort par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, mais il faisait partie de ma cible de 2e niveau. Et ça, c'est structuré. Hein. Si on n'a pas défini ça au départ, pour aller
pas faire du porte-à-porte, mais on va prendre cette expression-là. La prospection n'est pas efficace. Ok. Comment se fait ça, désolée pour le son. Franchement, j'essaierai de résoudre le problème, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on va faire avec. Fanny Seigneur, experte en structuration et en organisation. Comment c'est arrivé ça? Comment c'est arrivé ça? Eh ben, écoute, quand tu as la chance d'être dans un, allez, mon plus beau souvenir professionnel, c'est l'organisation d'un séminaire client, les 150 meilleurs clients au musée d'Orsay. Voilà. Donc, quand tu as la chance de participer à ce genre de truc, je peux te dire que tu apprends ce que c'est que l'organisation et la structuration d'un projet. Enfin, tu vois, je pense que voilà. Après, j'ai travaillé dans différentes directions. La gestion d'agenda, c'est mon truc. Hein, voilà, ça fait partie du job d'assistante. Et quand on a 4 à gérer, c'est pareil, hein, tu apprends très rapidement. La planification des séminaires internationaux, enfin voilà, bon, plein de choses que j'ai appris dans mes diverses expériences professionnelles. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, des fois, c'est inné, quoi. On va organiser un truc, je sais comment faire, dans quel sens, ce qu'il faut faire, et pourquoi il faut faire ça avant ça, etc. Aujourd'hui, j'ai des sujets de conception qui sont... Là, tu vois, j'en ai un qui se termine, mais qui a commencé en décembre. Donc, conception de formation, puisque je suis ingénieure de formation également. Si tu ne sais pas t'organiser, tu t'y prends au dernier moment parce que tu procrastines et ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Enfin, voilà. Donc il y a des sujets comme ça c'est mon truc. J'adore. Okay. Donc, si je comprends bien, tu allies l'amour de la formation avec l'amour de la structuration. Donc, tu fais des formations en structuration. En gestion du temps et gestion des priorités. On les a appelés comme ça. Après, c'est plus, si tu veux, la structuration et l'organisation, c'est plus de l'accompagnement individuel. J'ai des entrepreneurs, par exemple, qui, justement, quand on parle de prospection, etc., qui ne savent pas trop s'organiser, qui ne comprennent pas bien, voilà, on va repartir, on va poser les bases et puis je vais les mettre sur les rails pour accompagner leur structure. Okay. Voilà, il y a plein de sujets après. On est d'accord. Et il faudrait que tu nous parles un petit peu de Ode à soi. C'est quoi? Alors, Ode à soi. Comment ça est venu? Et qu'est-ce que tu apportes? Alors, quand j'ai commencé cette partie formation, j'avais pas fait tout ce travail de développement personnel que j'ai effectué jusqu'à maintenant et que je continue évidemment parce que c'est un puissant fond et c'est génial. Et quand je me suis rendu compte justement de tout ce qui était l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions alliées à la structuration et à l'organisation, je me suis dit oulala, mais j'aurais été encore plus performante si j'avais su tout ça avant. Dans le oser dire non, tu vois, du début, c'est vraiment de la gestion des émotions. Donc finalement, si j'avais osé dire non au départ, peut-être que je me serais pas mise en difficulté. Enfin voilà. Tout ça mis bout à bout, je me suis dit bon, j'ai une partie formation, je sais faire de l'organisation, de la gestion du temps, j'ai cette partie développement perso, j'aimerais bien accompagner en individuel, etc. Et c'est de là qu'est né Ode à soi. Parce que tout ce travail sur les valeurs qui nous guident, qui guident nos choix, évidemment, aussi également. Quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, si on ne connaît pas bien ces valeurs, c'est pareil, hein, ça ne va pas les alimenter, en tout cas.
Voilà. Donc tout ça, j'ai voulu en créer un programme en 3 volets qui va travailler sur les valeurs, sur les missions. Ça dépend dans quelle sphère on est, sphère professionnelle ou sphère personnelle. Intelligence émotionnelle et intelligence relationnelle sur l'affirmation de soi. Et j'accompagne donc les individus. Alors ça dépend, c'est un programme personnalisé, mais en règle générale, c'est entre 6 heures et 7 heures de travail pour les mettre sur les rails, justement, pour être audacieux. Et ben oui, audacieux. Et s'affirmer dans ses relations, mais bien sûr. Okay. Audacieux, audacieux. J'arrive pas à faire le lien. C'est pas grave. Ok. Et donc, aujourd'hui, formation. Oui. Et Fanny, demain, c'est quoi les projets? Qu'est-ce qu'elle a comme projet? Non, bah, Fanny, demain, elle continue de vivre comme elle vit. Elle kiffe sa vie. Ok. Elle n'a pas de... Enfin, voilà, les choses arrivent, elles n'arrivent pas, elles doivent arriver, elles arriveront. Je continue de... Là, je vis bien, je suis bien. Donc, je continue de vivre comme ça. Ok. Et par contre, j'ai vu dans tes présentations, tu disais que tu accompagnais, tu parlais de déficience. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi? Alors pour moi, l'efficience, ça a été dès le départ. D'ailleurs, mon logo, enfin ma société, ma structure s'appelle EFIPRO, l'efficience au quotidien. Parce que pour moi, je dis toujours que j'ai un côté feignante. Alors on le prend comme on veut, mais c'est positif pour moi, hein, donc tout va bien. Et moins j'en fais, mieux je me porte. Donc plus je vais utiliser les ressources et les outils qui sont à ma disposition de façon efficace, et c'est ça pour moi l'efficience. Tu vois, c'est utiliser les outils. Alors, ça peut être des outils informatiques, parce que j'ai cette partie-là aussi, j'ai cette particularité de maîtriser les outils Microsoft 365, enfin voilà, des choses dont les entreprises ont besoin en ce moment dans la conduite du changement. Mais donc, les outils, utiliser une messagerie, un agenda, enfin, tu vois, il y a des choses à savoir pour gagner du temps. Alors, quand je dis que je suis feignante, c'est pour gagner du temps, on est d'accord, hein, c'est toujours dans cet esprit-là. Utiliser ses propres ressources aussi, être efficient dans l'utilisation de ses propres ressources. Et c'est un peu ce que donc dans Ode à soi, c'est un peu ce que je propose, puisque je donne des outils justement pour aller à l'atteinte des objectifs. Ok. Pour être efficient. Qui est quand même le catalyseur de la sérénité, parce que quand on est efficient, qu'on a les outils et qu'on on a la vie que j'ai. Ok. Et cette vie, aujourd'hui, tu l'aimes? Je la kiffe. Okay. Je kiffe ma vie, bien sûr. Bah, écoute, c'est génial. D'autres choses à nous partager, des choses que tu auras envie de nous dire peut-être sur, je ne sais pas, ce que tu fais sur ton programme, sur toi un petit peu avant qu'on se quitte. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Fanny en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Là, j'arrive dans ma deuxième partie de vie et qui va être la meilleure, donc ça va être cool. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est en fait, je vis dans le flow. Et alors, si peut-être aussi, c'est cette confiance. Plus vous croyez en vous et plus vous savez que ça va marcher et plus ça va marcher finalement. C'est un peu l'intention, la manifestation. Enfin voilà, c'est allez-y, foncez. Mettez pas d'enjeux inutiles derrière des choses qui vont faire augmenter la peur versus votre désir. Ce qui est important, c'est que le désir soit toujours plus fort que la peur. Quelle sacrée définition. Le désir doit être plus fort que la peur. Ben oui. Bon, bah écoute Fanny, je te remercie pour cette... Merci à toi, Hélène. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Encore une fois, je m'excuse pour le son. J'ai changé d'ordinateur il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être un paramétrage que j'ai à faire. Et
Donc, je vous présente mes excuses et j'espère que malgré tout, ça vous aura amené à connaître un petit peu plus Fanny et puis à trouver peut-être un autre jardin qui va vous permettre de compléter pour ceux qui voudraient se lancer comment dire, vos objectifs, vos premiers objectifs et vos premières stratégies. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Eliane pour cet échange. Merci Fanny. Merci à tous d'avoir participé. Et merci à tous, effectivement.